Bon, eh bien, Gluttony, c'est plus ou moins fait, maintenant. Pas une grande perte dans l'absolu, mais voilà, c'est bien de commencer à descendre un petit peu les homunculus maintenant qu'on est sur la dernière ligne droite. Et voilà, ce double épisode, ce sera surtout l'amorce du grand combat contre Pride. J'ai le sentiment qu'on veut mettre en place vraiment la fin du personnage, enfin je pense. Ou alors on va essayer de mettre en place quelque chose de beaucoup plus grand où il deviendra de plus en plus puissant en avalant ses congénères au fur et à mesure. Mais on verra, peut-être que ce sera ça. Donc j'étais pas sûr, est-ce que ça se réglera l'épisode suivant ou pas? Est-ce que j'aurais pu faire ça en 3 épisodes d'une traite ou pas? C'était difficile et au bout d'un compte je me suis dit autant s'arrêter là. Ça se trouve il va y avoir d'autres trucs qui seront entamés ailleurs et ça va. Mais bon, avant de se centrer donc sur la partie centrale, c'est-à-dire le combat un petit peu en grande pompe contre Pride et Gluttony, on va parler de ce qu'il y a à côté alors que les choses se préparent. Là, on est vraiment la veille du jour promis, la nuit commence à tomber on apprendra très vite d'Owenheim que le lendemain, il y a une éclipse. Je ne sais pas exactement comment il arrive à prévoir ça, mais il le sait. Et que Père, donc l'homonculus premier, compte utiliser ça à son avantage pour je ne sais quoi. Voilà, il y a besoin de beaucoup de trucs qui s'alignent pour lancer ce puissant sort. Hein. Une fois de plus, ça promet d'être super grand ça. Mais ouais, et il se passe 2-3 trucs hein, en parallèle que je tiens à pointer un petit peu avant de commencer ça. Donc d'une part, on passe un tout petit peu de temps sur Grumman, alors qu'il constate qu'il ne trouve pas le corps de Bradley et qu'il y a peu de chances qu'il ait survécu à ça. C'est clair et net qu'il a survécu à ça, hein, ça serait n'importe quoi qu'il n'ait pas survécu à ça. Grumman se dit, ok, on va pas de suite s'attaquer à la situation centrale, on va laisser un petit peu Roy gérer ce qu'il a envie de faire. Et il dit pas spécifiquement ses objectifs derrière ça, c'est-à-dire le fait de pouvoir arriver en sauveur à la fin pour pouvoir un peu sauver sa peau, c'est-à-dire à laisser les jeunes subir le plus gros et m'en sortir avec les lauriers après, pour pouvoir peut-être prendre le pouvoir après coup. Donc il a des ambitions pas forcément très altruistes au bout du compte, ce que je trouve intéressant. Parce que voilà, c'est un allié, il a aidé, mais s'il veut renverser le pouvoir, c'est pas juste pour le bien tout court, quoi. C'est intéressant de voir ça. J'aurais pas été contre qu'on appuie un peu plus avant, parce que ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ça, mais on montre qu'il est intéressé, vraiment. Et il y a Miles qui semble comprendre un petit peu, donc il y aura peut-être ce conflit entre eux par la suite. Il y a ça qui est intéressant. Et il y a donc toute la partie autour de Roy, surtout dans le deuxième épisode de ce double épisode, où on le voit finir d'avoir les rapports d'enquête de la matrone de bar qu'on avait vu à 2-3 moments qui rapporte bien que Selim n'est pas un enfant ordinaire puisqu'il était déjà là il y a 50 ans et donc ouais ça prouve bien que c'est l'homonculus et que Bradley a menti sur l'endroit où il est né et ce qui tend à prouver qu'il n'est pas fiable et que aussi c'est un homonculus. Et je vous cache pas que je me suis posé la question pourquoi il fait ça. Alors, il y a une réponse qui semble se profiler à la fin de l'épisode, peut-être que ce sera pour ça, mais je vous cache pas que, ouais, en quoi ça sera particulièrement utile dans la lutte, sur le coup, j'ai pas trop saisi le truc. La grande révélation par rapport à ça, parce que c'est pas une révélation, c'est juste on a des preuves pour prouver ce qu'on savait déjà, à peu de choses près, et ouais, prévenir la population peut-être après coup, ça pourrait être cool, mais c'est peut-être une priorité à faire de suite, je dis ça comme ça, mais bon, on apprend, donc... Après, quelque chose de plus surprenant, c'est que la matrone, c'est en fait la mère adoptive de Roy. Voilà. Ce qui explique pourquoi c'est toujours son contact et pourquoi j'aurais pas été contre qu'on appuie peut-être un peu plus avant, un peu plus en détail, parce que c'est juste, il passe de temps en temps dans ce bar histoire de dire il a un lien avec cette femme et maintenant on sait ce que c'est que ce lien. Ce qui est cool en soi, on aurait pu faire peut-être un peu plus pour ça. Mais c'est ça le truc, c'est un peu trop riche dans l'absolu. Il y a beaucoup trop de personnages pour qu'on puisse s'attacher grandement à tous, à moins qu'on passe plus de temps sur certains points. C'est un détail, c'est pas trop grave. Enfin bon, voilà, il est paré pour sa grande opération, il rejoint ses commandants qui sont avec lui, donc évidemment Hawkeye et deux autres. Hawkeye qui n'est pas du tout surveillé à ce moment-là. Parce que Selim est occupé ailleurs, mais qu'est-ce qui lui fait savoir que Selim est occupé ailleurs et pourquoi il n'y aurait personne d'autre pour la surveiller? C'est quand même assez dingue, je trouve, pour quelqu'un qui est censé rester une otage jusqu'à la fin,
qu'on se soit pas dit, tiens, on va la garder à l'œil avant le grand jour. C'est un peu de la chance à ce niveau-là, mais bon, ils peuvent lancer leur opération qui consiste à kidnapper Madame Bradley. D'ailleurs, on le voit rapidement dans la fin du second épisode, quoi, dans l'après-générique, il y a Père qui discute avec ses conseillers et il se passe un certain temps, c'est-à-dire qu'il s'est passé combien de réunions avant qu'ils se disent alors qu'est-ce qu'il compte faire Roy maintenant? Parce que voilà, il y a 2 épisodes de ça, on l'a vu se présenter et dire voilà, je suis toujours présent pour remplacer Bradley. Il se passe un certain temps et c'est après ce certain temps qui dit en réunion alors à votre avis qu'est-ce qu'il compte faire Bradley? Roy. Eh ben, c'est que maintenant. Donc un petit peu lent la détente dans ses prédictions. Peut-être qu'il y a d'autres trucs à gérer, je sais pas, c'est des petits trucs. Il y a Olivia qui dit je pense que il devrait vouloir capturer Madame Bradley. Et apparemment, il prévient trop tard puisque ça se passe plus ou moins en même temps. Ou alors, ce moment-là de la réunion qu'on voit avec Père, Olivia et compagnie, il se passe longtemps avant ce truc-là. Ils ont préparé une embuscade pour s'attaquer au petit commando de Roy, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, ouais, ça se termine ça sur Roy qui capture Madame Bradley avec ses seconds et je pense que la raison pour laquelle il voulait ces documents qui prouvent, qui attestent que Bradley et Selim ne sont pas des humains normaux, c'est pour la convaincre elle. Et donc l'attaquer là où ça fait mal, Bradley comme Selim, à ce moment-là, ce serait le truc. Ce serait pas bête comme idée. Faut voir comment on va gérer ça, parce que je sais pas exactement ce que vous comptez faire de ce personnage. Je vous cache pas que pour le moment, Madame Bradley, elle était là histoire d'être là. Pour montrer qu'il y a quand même un début d'attache, mais on n'a jamais grandement insisté sur le personnage, quoi. C'était surtout entre Bradley et Selim, et étant donné qu'au bout du compte, Selim, ben, c'était un homonculus, il n'avait pas tant que ça d'attache à Bradley, somme toute, semble-t-il, et ben c'est un petit peu tombé à plat. Je vous cache pas que c'est le truc qui m'a un peu gêné avec cette révélation-là. Donc ouais, on essaye de rapporter ça à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, ça peut être que la femme. Je sais pas ce que vous comptez faire exactement avec. Il y a même Père qui dit oui, ce serait pas forcément utile, ça lui apportera rien, il sera vu comme traître. Donc, on ne sait pas exactement le plan précis, mais ça semble partir vers quelque chose. Et je suis sûr que la suite donnera plus de détails à ça. C'est aussi un truc que je tiens à dire. Les gens qui disent en commentaire, tu vas voir, oui, je me doute que je vais voir. Je dis juste que je me pose des questions sur le coup, mais je comprends que ça aura des réponses, une bonne partie des trucs sur lesquels je me pose des questions. C'est pas une critique acerbe de la série quand je fais ça, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que je commence à en avoir un petit peu marre qu'il y ait des gens qui me disent en commentaire, mais tu vas voir, oui. Est-ce que vous voulez voir une réaction à chaud au fur et à mesure de la série, ou vous voulez pas en fait? Si vous voulez pas, suivez pas mes vidéos et évitez de me dire tu vas voir. Je me doute qu'une bonne partie des trucs, je vais les voir. S'il vous plaît, c'est le petit truc qui commence à me hérisser un tout petit peu. Vous voyez, hein, donc c'est la petite parenthèse rapide. Donc, ceci étant fait, reste le gros morceau qui risque d'être assez court à résumer somme toute, puisqu'il n'y a pas des masses de choses à dire, puisque c'est un grand conflit, un conflit bien fait, pas de problème, qui commence d'une part sur Ed qui se rend donc à un endroit limitrophe de Centrale où il y a pas mal de gens qui sont rassemblés, sous l'égide, semble-t-il, d'Owenheim, ou peut-être d'un bien commun, il a pas l'air de se pointer comme un chef précis. Et donc Ed retrouve son paternel. Ça se passe pas super bien, il a toujours une rancœur contre lui. Je vois pas pourquoi il le cogne stupidement comme ça, c'était peut-être un petit peu abusé, mais bon. Ouais quoi, c'est retrouvé un petit peu houleuse alors qu'il raconte une nouvelle fois ce qu'il sait à lui et à la clique qu'il suit avec Grid et les 2 chimères. Ça, c'est plutôt bien pris, hein. On s'appesantit pas là-dessus. Mais bon, étant donné que la révélation, elle date un petit peu, on va pas non plus passer du temps là-dessus. Il y a donc Ed qui finit par accepter d'œuvrer avec lui, même s'il ne supporte pas tant que ça, parce qu'il se rend compte de l'intérêt du plus grand bien. Et il finit par lui dire les derniers mots de sa mère, de sa femme, en disant qu'elle regrettait de ne pas avoir suivi l'aventure jusqu'au bout avec lui. Et apparemment, cette aventure, c'était juste la vie, quoi, tout simplement. Une façon de nommer la vie avec lui, sans doute. J'ai cherché midi à 14 h la signification de la chose. Ça voulait pas dire quelque chose de grandement spécifique. Ou peut-être que je me plante, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il est touché par ça.
Elle n'ose pas quand même lui parler parce qu'il y a toujours cette rancœur et ce passif où il n'a pas été là pour eux, donc c'est difficile pour lui de lui pardonner comme ça, ce qui est totalement compréhensible. Et alors qu'il commence un petit peu à se faire à ça, il y a Hal qui, semble-t-il, vient le voir, l'approche comme ça. Et Ed qui est tout content, seulement voilà, c'est pas Hal. On a vu dans l'épisode précédent qu'il a été capturé par Pride. Et donc en fait c'est Pride qui a pris le contrôle de l'armure d'Hal. Apparemment il a totalement étouffé son esprit, c'est-à-dire qu'il peut pas se réveiller de ça. En tout cas pas directement, c'est pas clair, mais bon, Pride a des pouvoirs assez puissants, quoi. Et ouais, Ed se fait berner un tout petit peu, mais Grid le ressent assez vite que c'est pas lui, et donc ils se mettent en garde pour éviter que ça dégénère trop facilement. Ils se défendent un petit peu, mais il y a Pride qui prend vite l'ascendant avec son pouvoir de super ombre qui va partout. Heureusement, Ed voit assez rapidement la chose à faire. Il se rend compte qu'il a besoin de lumière pour s'étendre en tant qu'ombre. Et il se dit qu'en détruisant toute l'électricité qui alimente le petit village qui a été fait, eh ben, il n'y aura plus de lumière du tout. Et aussi le feu. Le feu est éteint, c'est un gros coup de chat, ça aussi, je vous cache pas. C'est un petit détail que je trouve un petit peu gros dans votre mise en place. C'est pas grave, hein, c'est juste histoire de dire que voilà, il coupe l'électricité, il n'y a plus de lumière dans le village. Ok. Apparemment le ciel est nuageux, donc les étoiles, la lune, tout ça, il n'y a pas. Ok. En éteignant les lumières avec l'électricité, il y a le feu de camp. Le seul feu de camp du coin fait par Owenheim et qui s'éteint. Pourquoi? Parce que ça arrange le truc, il ne faut pas de lumière du tout. Et grâce à ça, c'est de l'ombre partout. Alors bien entendu, nous, en tant que spectateurs, on voit un peu ce qui se passe, mais on comprend vite que c'est tout noir pour eux. J'aurais pas été contre qu'on appuie un tout petit peu mieux ça dans la mise en scène, quoi. Qu'on montre un tout petit peu rapidement que c'est vraiment le noir total pour certains et que c'est vraiment une façon de faire, de montrer que pour nous le spectateur c'est pas le cas. C'est un détail, c'est 3 fois rien ça. Et donc à cause de ça, Selim Pride est un petit peu pris au dépourvu. Il peut plus utiliser sa faculté pour s'attaquer aux autres et on va se servir de ça pour s'attaquer à lui alors qu'il est sans défense. Parce qu'il peut rien faire en fait, il peut pas se déplacer vraiment sans ombre, il a juste son petit corps de garçon et il peut pas trop faire grand chose avec son corps de garçon. C'est pour ça qu'il y a une des chimères, la chimère lion, qui apparemment a ses sens qui lui permettent de se repérer dans le noir, qui l'attaque, qui lui pète un petit peu la gueule, qui le tranche, etc. Ça lui fait pas grand chose, il accuse le coup sans trop de problème, il encaisse bien. Tandis que les autres seront attaqués par Gluttony. Et Gluttony qui se repère, lui, c'est grâce à lui au passage qu'on a trouvé la trace d'Ed et compagnie. On essaye de justifier un petit peu. Ça vient pas de nulle part, c'est pas de la coïncidence comme par hasard on t'a trouvé. Ah, c'est un peu logique, on justifie des trucs, hein. Pour une fois qu'on fait gaffe à ce genre de truc, bon j'exagère le trait, on fait gaffe à ce genre de truc, je tiens à le pointer quand même, hein, c'est pas toujours que de la coïncidence, ils l'ont repéré grâce à ça, et donc ouais, Gluttony les attaque, il se débrouille bien au début, le gorille essaie de se défendre un petit peu, mais il fait un petit peu le gland et Hal passe un peu pour une andouille puisqu'il se prend un coup accidentel. Je vous cache pas que ce premier épisode, on a tendance à ridiculiser un peu Ed, juste pour le plaisir de ridiculiser Ed. Ouais. Parce que dans le combat dans le noir contre Gluttony, il peut pas faire grand chose. Heureusement, il y a Ling qui peut faire quelque chose, hein, s'il reprend le contrôle du corps de Grid, parce que Grid, dans sa conscience, n'a pas cette perception que Ling a en tant qu'habitant de Xing, des âmes du Ki, c'est jamais très clair ce genre de truc. Et donc oui, grâce à Ling, ce qui reprend le contrôle du corps, il peut voir où se trouve Gluttony, hein, sentir où se trouve Gluttony et l'attaquer. Et ça tombe bien puisque au même moment, il y a Lan Fan qui réapparaît. Alors là, ça c'est un peu la coïncidence. J'exagère un petit peu le trait, mais juste au moment où Gluttony et Pride attaquent, genre 20 minutes plus tard, il y a Lan Fan et son grand-père, il me semble que c'est son grand-père, qui viennent en aide. C'est bien. ça se goupille plutôt bien. Bon après, ils expliquent que ils ont senti la présence des puissances, tout ça, donc c'est pas non plus grand-chose. J'exagère le trait, c'est pas de la grosse coïncidence. Et voilà, Lan Fan qui est une super ninja, qui défonce tout super facilement, il est ultra rapide, etc. Et qui arrête pas de trancher Gluttony, aidé par Ling, et Gluttony il sait pas quoi faire. Il sent leur présence, mais il sait pas se défendre. Il n'utilise plus du tout sa capacité, vous savez,
déchirer son ventre en deux pour faire voir un œil et aspirer directement les trucs. Ça, il le fait pas. Alors que c'est un truc qu'il pourrait au moins essayer de faire, mais non, il le fait pas. Il se fait juste laminer comme une merde. Et ouais, que si arrêtez de me trancher, là, ça fait mal, oh non, j'aime pas ça. Super personnage, hein, une fois de plus, hein, un grand méchant qu'il est important de conserver aussi longtemps. Et ouais, Pride de son côté, parce que voilà, il y a ça qui se fait maintenant, maintenant c'est bouclé, hein, il se fait laminer sans trop de problèmes, Gluttony. Pride de son côté continue de se faire un petit peu malmené par la Chimérion, en faisant comme si ça lui faisait pas grand chose, parce que bon... Il donne pas l'impression de donner des coups très fatals, la Chimère Lion, donc ça donne pas un effet très puissant. Et ça n'arrange pas le fait que, ben, au bout d'un moment, les gens au village, petit village à côté, je sais pas si on peut appeler ça un village ou un campement, bref, finissent par prendre des torches parce qu'on va pas rester dans le noir comme des cons, quoi. Et donc ils se renseignent, qu'est-ce qui se passe, il y en a qui viennent dans les bois, et à cause de ça, il y a de la lumière qui réapparaît. Et donc, ouais, Pride récupère ses pleins pouvoirs, défonce assez facilement le lion, mais il est sauvé par Ed qui le retrouve en étant aidé donc par le grand-père de Lanfan qui le suit, quoi. Et parvient à sauver in extremis. Et alors que Pride utilise donc une des torches qui a été amenée pour foutre le feu un peu à la forêt et avoir une source de lumière inépuisable. Et je tiens à dire un truc, pourquoi tu n'y as pas pensé depuis le début, ça, Pride? C'est un truc de base, quoi. Tu veux la lumière naturelle facile, tu fais ça. Ça devrait être un truc en priorité, quoi. Tu gardes un briquet sur toi, au cas où il n'y ait plus de lumière, puis paf. Comme ça, t'as un truc pour te déplacer sans trop de problèmes. Si c'était un petit peu bête, Pride, de ne pas faire ça. Enfin bon, c'est un détail, c'est un détail. Le truc, c'est que Ed lui fait face et parvient à bloquer toutes ses attaques en mode grâce au nouveau lotomail qu'on m'a fait dans le Nord, j'arrive à mieux parer ça. Et c'est la justification qu'on dit, bah, il copie grid. Non, il a juste un bras qui est plus rapide. Et c'est votre seule justification pour dire qu'il arrive à bloquer tous les coups de Pride. Ouais, je trouve que c'est un peu facile. Vous auriez pu donner de meilleures explications, montrer des mouvements peut-être plus forts que ça, parce que il fait que rester grandement sur place à bouger son bras en prévoyant les coups. Genre le mec, il peut étendre son ombre où il veut, l'attaquer de tous les côtés. On verra plus tard qu'il peut étendre une ombre et faire un truc super puissant qui bouffe la chair, et donc il pourrait bouffer facilement le fer, hein, s'il étale plus sa force que ça. Mais non, il fait juste des attaques comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas, je trouve qu'on justifie un peu facilement que Ed arrive à s'en tirer contre lui tout d'un coup, alors que c'est censé être l'homonculus le plus dangereux après Père, évidemment. C'est un peu facile, après tout ce que vous avez fait sur Ed, qui se faisait malmener par beaucoup d'homonculus juste avant. Là, maintenant, il arrive à lui tenir tête sans trop de problèmes. Enfin, j'exagère un petit peu le trait. Et puis il y a tout d'un coup le grand-père qui arrive et qui intervient lorsqu'il essaie d'utiliser l'armure d'Al pour le contrer, pour le battre, en utilisant une grenade aveuglante. Parce que pas de lumière ça va pas, mais trop de lumière ça va pas non plus. Apparemment, la lumière finit par détruire son lien avec l'armure et donc couper ce petit membre en plus qui contrôlait Al, et donc Al est défait du contrôle de Pride. Sachant que techniquement il devrait être défait du contrôle de Pride au moment où l'ombre est tombée, quoi. Il n'y avait plus de lumière. S'il n'y a plus de lumière, il ne pouvait plus s'étendre au sol donc de son corps jusqu'à l'armure d'Al. Et donc le lien aurait dû être défait à ce moment-là. Ou alors le lien a été défait à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle je trouve que c'est un petit peu bizarre, quoi. Al, apparemment, est totalement en mode chaos, quoi. Il bouge plus du tout. C'est pas juste le fait qu'on contrôle son corps, il a plus de conscience précise, il est totalement inconscient dans son armure. Et donc c'est le truc. Bref, grâce à cette grenade aveuglante, donc le corps d'Al est libéré enfin. Il y a la chimère gorille qui l'amène jusqu'à Owenheim, qui est plus loin et qui jouera un rôle par la suite, j'espère, hein, quand même. Ça fait un petit moment qu'on combat sans lui quand même. Et
Ouais, au bout d'un moment, Gluttony finit par fuir en direction de Pride. Ils se sentent un peu acculés par la situation. Sachant qu'une fois de plus, je trouve qu'avec les capacités super puissantes de Pride, je vois pas en quoi il devrait être acculé à ce point. Mais bon, voilà, ils se sentent acculés. Il a été tranché tellement de fois, Gluttony, qu'il commence de plus en plus par faiblir. Et plus ça ira, plus il risque de vraiment crever, quoi. Et donc, il y a Pride qui se dit, ok, on a l'air mal barré, je vais bouffer Gluttony. Voilà, je bouffe directement, je dévore ta pierre philosophale au niveau de ton ventre pour me l'accaparer et multiplier mon pouvoir par deux, plus ou moins. Et donc voilà, Gluttony meurt comme une merde, j'ai envie de dire ça lui va bien ça. Et Pride se retrouve avec une ultra puissance et il devient beaucoup plus dangereux avec ça puisque il prend les instincts de Gluttony et sait sentir la présence des autres. Ce qui au passage devrait pas être très utile maintenant qu'il y a de la lumière partout. C'est bon, tout le monde te voit, tu sens leur présence, donc tu sais qu'ils sont là. Mais bon, il sent aussi où se trouve Hal et Owenheim, ça lui servira par la suite, ça. On verra un petit peu comment ça se goupillera, mais voilà, on a un Pride boosté pour la suite, et ça promet un combat assez palpitant, s'il est bien géré, c'est tout ce que j'espère. Globalement, ça allait en termes de combat, c'était plutôt fun. Voilà, les retours sont un peu faciles en s'enchaînant comme ça, mais font leur effet. C'était bien, un bon truc. Une fois de plus, c'est pas le plus évident d'analyser en détail, en longueur, ce qui est de l'action. Et quand elle est bien faite, ben elle est bien faite, globalement. Je n'aurais pas grand chose à dire en termes de détails. C'est ce qu'on a de l'action bien faite. Pas la meilleure qui soit, hein, j'ai envie de dire. Pour l'instant, si on compare avec ce que j'ai déjà vu, par exemple, Castlevania a fait de l'action notablement meilleure que ça. Mais c'est réussi. En espérant que ça demeure dans la même veine par la suite. Que le conflit entre Owenheim et Pride, parce que ça donne l'impression que ça va être ça, soit palpitant à suivre. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 49 voire plus. Bye!